Imaginez, vous avez ouvert un compte joint avec votre compagnon ou votre compagne et malheur, il ou elle s'est barré avec tout l'argent. Il ou elle a pris ses clics et ses claques et a piqué tout l'argent qu'il y avait dans le compte joint. Et en gros, voilà, ciao bambino. Donc ça, c'est un exemple de solidarité active. Alors, bonjour tout le monde. Pour comprendre la solidarité, les obligations solidaires, faut que je vous pose les bases. Sinon, vous allez rien comprendre. Mais on va voir ça tout de suite, mais déjà, en préambule, faut savoir qu'il y a solidarité quand vous avez plusieurs créanciers, donc quand vous êtes en présence de plusieurs créanciers et ou plusieurs débiteurs. Juridiquement, la solidarité, c'est une modalité des obligations. Une modalité des obligations comportant une pluralité de sujets, créanciers, débiteurs. Et on peut avoir ce qu'on appelle de la solidarité active. Donc là, il y a plusieurs créanciers envers lesquels un ou plusieurs débiteurs sont tenus. Chacun des créanciers peut exiger et recevoir le paiement de l'intégralité de la créance. Et on a ce qu'on appelle la solidarité passive. Là, il y a plusieurs débiteurs tenus envers un ou plusieurs créanciers. Donc, chaque débiteur est obligé pour l'intégralité de la dette dans ses rapports, dans ses relations avec le créancier. Bref, que la solidarité, elle soit active ou passive, il faut qu'elle soit prévue par la loi. Et si jamais elle n'est pas prévue par la loi, eh bien, il faut une stipulation contractuelle qui la prévoit. Donc, il faut qu'elle soit prévue dans le contrat entre les parties. Et ça, c'est l'article 1310 du Code civil. Mais on va reparler de tout ça très clairement. Ne vous inquiétez pas. Bref, quand vous êtes dans de la solidarité, donc quand vous avez plusieurs créanciers et ou plusieurs débiteurs, et ça vaut dans votre cas pratique, d'accord? Vous allez avoir deux angles de vue. Premier angle de vue, ce qu'on appelle les rapports verticaux ou relations verticales, comme vous voulez. Les rapports verticaux entre créanciers et débiteurs. Donc, dans le schéma numéro 1, c'est entre les trois créanciers et le débiteur. Dans le schéma numéro 2, c'est entre les trois débiteurs et le créancier. D'accord? Ces rapports verticaux, on les appelle aussi rapports d'obligation. Donc là, on est en présence des rapports d'obligation verticaux. Ce rapport d'obligation, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de savoir ce que chaque créancier peut réclamer au débiteur ou ce que chaque débiteur peut avoir à payer au créancier. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple. Donc le rapport d'obligation, c'est les rapports verticaux, de haut en bas, de bas en haut. Retenez bien ça. Et on a un deuxième angle de vue qui concerne les rapports horizontaux, cette fois, entre les différents créanciers ou entre les différents débiteurs. Donc entre les différents créanciers eux-mêmes ou entre les différents débiteurs eux-mêmes. Ces relations horizontales entre créanciers ou entre débiteurs, c'est ce qu'on appelle le rapport de contribution. Donc voilà, là on est en présence de rapports de contribution horizontaux. Ça va permettre de déterminer ce que, in fine, chaque créancier pourra conserver ou ce que, in fine, chaque débiteur aura concrètement à supporter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs créanciers, ou plusieurs débiteurs? Il y a un principe. Normalement, l'obligation, elle est ce qu'on appelle divise. Quand vous avez plusieurs créanciers, chaque créancier ne peut réclamer au débiteur que sa part dans la créance. D'accord? Quand vous avez plusieurs débiteurs, eh bien, chaque débiteur ne doit payer au créancier que sa part dans la dette. D'accord? Ça, c'est le principe et c'est assez logique. Mais par exception, l'obligation, elle va être solidaire. Euh, Là, chaque créancier va pouvoir demander la totalité, cette fois, de la créance. Et chaque débiteur peut avoir à payer au créancier la totalité du paiement. Donc, vous voyez bien la différence entre le principe et l'exception. Du coup, ça fonctionne comment la solidarité? C'est quoi cette histoire? Déjà, je voudrais vous préciser que, comme je vous l'ai dit en intro, la solidarité, c'est une exception. Elle est prévue à l'article 1310 du Code, civil. La solidarité ne se présume pas. Elle doit donc, pardon, être soit légale, soit conventionnelle. La solidarité, si vous voulez, comme c'est une exception, elle doit être nécessairement prévue par la loi ou par le contrat. Donc vous voyez, c'est quand même simple à comprendre.
Je vais vous donner un exemple de disposition légale qui prévoit la solidarité. Puisque on vient de le dire, hein, la solidarité, elle doit être prévue par la loi, à défaut d'être prévue par le contrat. Eh bien, on a un exemple à l'article 1242, alinéa 4 du Code civil, et vous connaissez très bien cet article, puisqu'il s'agit de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. D'accord? Donc là, on est en responsabilité délictuelle, extra-contractuelle. Eh bien, cet article, il prévoit que les parents sont responsables solidairement de leur enfant mineur. Donc, entre les parents, il y a une solidarité légale. D'accord? Donc, je reviens sur, la distinction solidarité active, solidarité passive. Quand vous avez plusieurs créanciers qui sont solidaires, dans le schéma numéro 1, c'est, solidarité active. Quand vous avez plusieurs débiteurs qui sont solidaires, schéma numéro 2, on parle de solidarité passive. Bref, que ce soit la solidarité active ou passive, hein, il va falloir regarder ces 2 angles de vue. Pour la solidarité active, on va regarder le rapport d'obligation, d'accord? Et ensuite le rapport de contribution. Et pour la solidarité passive, c'est la même chose. On va regarder le rapport d'obligation et ensuite le rapport de contribution. Et ça, c'est un raisonnement à conserver dans sa tête. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de la solidarité active. Alors déjà, pour que ça vous donne une idée, très enfin, en pratique, parce que la théorie, c'est bien, mais voilà. Faut savoir que ce mécanisme, il est quand même très dangereux, et c'est pour ça qu'il est quand même rare en pratique. Donc la solidarité active, elle est quand même rare en pratique. Après voilà, en introduction, je vous ai donné l'exemple, du conjoint. Donc voilà, il y a un compte joint. Ça, c'est un exemple de solidarité active. Pourquoi? Parce que voilà, vous ouvrez un compte joint avec votre conjoint ou votre conjointe et chacun de vous est titulaire du compte et donc ça veut dire que, bah, l'un ou l'autre, vous pouvez réclamer à la banque le versement de la totalité de ce qu'il y a sur le compte. Donc, vous comprenez bien qu'il faut vraiment avoir confiance envers, bah, son conjoint parce que, voilà, potentiellement, il ou elle, hein, peut très bien, se barrer avec tout l'argent et franchement après voilà, c'est un petit peu compliqué de, récupérer l'argent. Mais voilà, la solidarité active déjà, faut savoir qu'en pratique, c'est plutôt rare. Mais bon, faut le savoir, faut connaître ce mécanisme. Donc on va, tout d'abord voir la solidarité active dans les rapports d'obligations verticaux, donc entre créanciers et débiteurs. Et en fait, là, on a l'article 1311 du Code, civil. Donc, on a des effets et c'est quoi les effets? L'effet principal, de ce mécanisme, c'est que enfin, la question, en fait, qu'on peut se poser, c'est: que peuvent réclamer les créanciers à chacun des codébiteurs solidaires? Ben, là, l'effet principal, donc, c'est que chaque créancier peut demander, réclamer le paiement de l'intégralité de la créance à un débiteur. Et inversement, le débiteur peut tout à fait se libérer à l'égard des créanciers en payant l'intégralité de la dette ou au créancier de son choix. Sauf, là, il n'aura pas le choix, hein, il ne pourra pas choisir son créancier. Si des poursuites ont déjà été engagées contre lui par l'un des créanciers, bah, dans ce cas, il devra payer ce créancier et pas un autre, donc celui qui l'a poursuivi. Et ça veut dire quoi, le débiteur peut se libérer? Bah, tout simplement, ça veut dire que le débiteur n'est plus tenu de s'exécuter, d'exécuter une obligation, quoi que ce soit. Il ne doit plus rien. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi un créancier demanderait la totalité d'un paiement? Bah, tout simplement déjà parce qu'il a le droit. Mais après, comme je vous ai dit, c'est quand même un mécanisme qui est assez risqué pour les créanciers d'une manière générale. Imaginez là, si on prend l'exemple du schéma, si le créancier numéro 1 récupère les 900 euros auprès du débiteur, bah, il se peut que le créancier numéro 1, il ait au-dessus de sa tête plein de créanciers au-dessus de lui. On peut dire même, voilà, il est à la limite de l'insolvabilité. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire, le créancier numéro 1? Il va récupérer les 900 euros. Les 900 euros, ils vont bien sûr être saisis par ses propres créanciers. Donc au final, ben, le créancier 1, numéro 1, il est insolvable et les créanciers numéro 2 et les créanciers numéro 3, eh bien, ils vont avoir un recours contre lui à hauteur de 300. Sauf que là, bah, ils ne pourront toucher rien du tout, en fait. Ils pourront pas toucher quoi que ce soit.
Bref, dans la solidarité active, chaque créancier peut demander à un débiteur la totalité du paiement. Donc, le créancier numéro un, le créancier numéro 2, le créancier numéro 3 peuvent demander le paiement de 900 euros. Et bien sûr, une fois que le débiteur il a payé, le créancier, eh bien, il est libéré. Alors maintenant, on va s'attacher aux effets secondaires. Ça va concerner les actes effectués par l'un des créanciers. En fait, là, il va falloir distinguer entre les actes de conservation ou de recouvrement de la créance qui profitent là à tous les créanciers. D'accord? Ces actes-là, ils profitent à tous les créanciers. Et les actes extinctifs ou modificatifs de la créance, ils ne vont profiter qu'aux créanciers concernés. Alors, je m'explique évidemment. Pour les actes de conservation et de recouvrement, à partir du moment où un créancier va accomplir un acte de recouvrement ou de conservation de la créance, on va faire comme si c'était tous les créanciers qui avaient accompli cet acte, d'accord? Ça va profiter à tous. Je vous donne un exemple pour l'acte de recouvrement. Si jamais vous avez un créancier, voilà, qui met en demeure le débiteur, donc là, on est en présence d'un acte de recouvrement, hein. On va considérer que les 3 créanciers ont mis en demeure le débiteur. Donc c'est quoi la conséquence? Bah, si le créancier numéro 1 met en demeure le débiteur et qu'ensuite le créancier numéro 3 il veut assigner le débiteur en paiement, eh bien là, il ne sera pas obligé de refaire une mise en demeure. Pourquoi? Bah parce qu'il y a déjà eu mise en demeure faite par le créancier numéro 1. D'accord? Donc, ce type d'acte profite à tous les créanciers. Je vous donne un exemple pour l'acte de conservation de la créance, par exemple l'interruption de la prescription. Ça, c'est l'article 1312. Ben, voilà, là, vous avez un créancier, qui va, interrompre la prescription parce que, par exemple, voilà, il vous assigne. Eh bien, ça, c'est un acte de, conservation de la créance. Ça va éviter que la créance soit prescrite, d'accord? Si vous avez un créancier numéro 1 qui interrompt la prescription, eh ben, elle va être aussi interrompue pour le créancier numéro 2 et pour le créancier numéro 3. Pour les actes extinctifs ou modificatifs de la créance, qui ne vont profiter qu'aux créanciers concernés cette fois. Quand un créancier il va accomplir un acte qui modifie la créance ou qui l'éteint, eh bien cet acte-là, il ne va produire d'effet que pour le créancier qui a accompli l'acte, d'accord? Ça aura aucun effet pour les autres créanciers. Donc ça, c'est l'exemple très classique de la remise de dette. La remise de dette, elle n'a d'effet que pour la part du créancier qui l'a consenti. 1350-1. Imaginons, on reprend le schéma numéro 1, que le créancier numéro 1, et uniquement ce créancier, hein, il consent une remise de dette au débiteur. Donc, il va éteindre partiellement la dette du débiteur. Bah, cette remise de dette que le créancier numéro 1 a fait, a consenti au débiteur, elle ne va pas avoir d'effet sur le créancier numéro 2 et sur le créancier numéro 3. Parce qu'en fait, eux, ils sont pas d'accord pour lui consentir une remise de dette, d'accord? Et ils ont le droit de eux, ils ont pas envie de faire une remise de dette. Donc ça ne va pas affecter leurs droits. Ça veut dire concrètement que si le créancier numéro 1, il va décider de consentir une remise de dette au débiteur, eh bien cette remise de dette, elle ne jouera que pour la part contributive du créancier numéro 1, donc uniquement, dans notre exemple, à hauteur de 300. Hem Et c'est normal parce que, si vous voulez, les créanciers, ils se représentent mutuellement entre eux, pour ce qui est intéressant. Mais par contre, pour ce qui pourrait leur nuire, bah là, c'est un peu l'idée du chacun pour soi. Donc c'est pour ça que là, ça ne va profiter, qu'à celui, qu'à celui qui a consenti la remise de dette. Voilà. Donc pour eux, pour les autres créanciers, c'est pas du tout intéressant. Donc bah voilà, ça va pas les concerner. D'accord? La seule chose qui va vraiment changer pour les créanciers numéro 2 et les créanciers et le créancier numéro 2 et le créancier numéro 3, bah, c'est qu'ils vont pouvoir, ils vont pas pouvoir, pardon, réclamer les 900 euros au débiteur. Puisque lui, le débiteur en question, il a été libéré à hauteur de 300 euros. Donc ils vont, pouvoir réclamer combien? Eh bien 900 moins 300, donc 600. D'accord? Alors maintenant, la solidarité active dans les rapports de contribution horizontaux. Ici,
L'hypothèse à connaître, c'est le cas du recours. Donc ça, c'est prévu à l'article 1311 du Code civil. C'est un recours si jamais un créancier a touché la totalité du paiement. Alors, je m'explique. Déjà là, ce type de recours, c'est pas un recours en responsabilité ou telle ou telle action. Non, c'est vraiment un simple recours qui est fondé sur l'article 1311, d'accord? Donc c'est pas une action en responsabilité, ou autre. C'est vraiment spécifique, d'accord? Hem, Là, c'est le cas où les autres créanciers, ils vont avoir un recours contre le créancier qui a reçu l'intégralité du paiement pour obtenir la restitution de leur part. Puisqu'on a vu qu'un créancier, il peut demander l'intégralité du paiement. Eh bien, les autres créanciers vont pouvoir avoir un recours contre lui pour obtenir la restitution de leur part. Donc imaginez, vous avez le débiteur qui paye 900 € au créancier numéro un. Donc on est dans le schéma numéro un, hein. Le débiteur est libéré, d'accord? Mais dans ce cas, les créanciers numéro 2 et créanciers numéro 3, eux, ils ont rien touché puisque c'est le créancier numéro un qui a touché les 900 €, d'accord? Et donc ces créanciers-là, ils vont pouvoir avoir un recours contre le créancier numéro un pour aller récupérer leur propre part dans la créance. Donc, si jamais leur part, à tous ces créanciers, c'est pour chacun 300 €, eh bien le créancier numéro 2, il aura un recours contre le créancier numéro un pour toucher 300, et le créancier numéro 3, il aura un recours contre le créancier numéro un pour toucher 300. Donc si le créancier numéro un récupère les 900, le créancier numéro 2 ne peut pas demander, par exemple, les, 600. Non, il ne peut exercer le recours que pour sa propre part. Donc, si sa part est de 300, il peut réclamer que 300 au créancier numéro un. D'accord? Alors évidemment, à partir du moment où on est au stade de la contribution à la dette, donc du rapport de contribution, il suffit pas de dire, voilà, qu'il y a un recours possible. Encore faut-il savoir à hauteur de combien les créanciers vont pouvoir exercer ce recours. Autrement dit, la question c'est quoi? C'est quelle est la part contributive de chacun des créanciers dans la créance? Et ça, c'est le même principe, que dans la créance divise, même si là, c'est pas l'objet de la vidéo, mais en tout cas, retenez juste que c'est l'article 1309 du Code civil qui va s'appliquer, et donc ici, il y a une répartition par parts égales, sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire. Donc je récapitule, les autres créanciers, ils ont un recours contre le créancier qui a reçu l'intégralité, du paiement pour obtenir la restitution de leur part, et entre les créanciers, voilà, eux-mêmes, cette restitution se divise à parts égales sauf stipulation, contraire ou, sauf, disposition légale. Donc voilà, la première partie de cette vidéo sur la solidarité active, elle est terminée, et on se retrouve pour la deuxième partie sur la solidarité passive.